Merci bien. Donc, bonjour mesdames, messieurs les journalistes. Tout d'abord, nous nous excusons pour ces retards accordés pour débuter cette conférence de presse. Donc, je me présente, c'est Abdourahmane Sall. Je suis le secrétaire national des cadres du Parti républicain pour le progrès. Et nous avons convié donc, pour ce point de presse pour parler de la situation politique nationale qui sévit actuellement dans le pays. Et comme démarche, nous proposons donc de faire une allocution en français que je vais faire. Et après cela, il y aura une allocution en Wolof que ma sœur, Madame Diagne, ici présente, devra faire. Donc nous saluons tout d'abord les Sénégalais qui nous regardent à travers vos différentes lignes, qui sont au niveau du Sénégal et au niveau de la diaspora. Et dit qu'avant d'entrer dans le vif, avant de parler de la situation politique, nous voudrons d'abord nous arrêter et regretter un fait d'une gravité et humiliation extrême que le président de la République, le président Macky Sall, nous a fait subir la semaine passée. Parce que comme vous le savez, le président Macky Sall a reçu dernièrement une des personnalités politiques les plus abjectes du monde, une des personnalités politiques qui préside donc un parti dont l'idéologie est basée sur le racisme, dont l'idéologie est basée sur la xénophobie, dont l'idéologie est basée sur la haine. Ce personnage-là, c'est Madame Marine Le Pen, la présidente du Front National. On se demande encore comment nous avons pu autoriser un tel personnage à venir au Sénégal, encore moins à rencontrer le président de la République. C'est vrai, le président Macky Sall nous a habitués à recevoir des gens, des personnes qui sont aux antipodes des valeurs sénégalaises, mais cette fois-ci, recevoir un personnage qui est aux antipodes des valeurs humanistes est une véritable honte pour le Sénégal et pour les Sénégalais et pour tous les Africains. C'est pourquoi à cet instant, nous avons une pensée. Nous avons une pensée à tous les Sénégalais, à tous les Africains qui vivent en France et qui subissent le racisme, qui subissent la xénophobie du simple fait donc de l'idéologie prônée par le Front National et incarnée par Marine Le Pen. Nous disons que le président de la République nous doit au Sénégal, doit aux Sénégalais et doit aux Africains des excuses pour cet affront qu'il nous a fait subir. Mes chers compatriotes, aujourd'hui, l'actualité politique du Sénégal est fortement dominée par cette affaire qu'on appelle communément l'affaire Sweet Beauté. Cette affaire-là qui, au début, nous a été présentée comme opposant deux Sénégalais. Mais quand on a suivi l'évolution de cette affaire, force est de reconnaître qu'actuellement, que cela est un complot d'État, ourdi par le pouvoir en place, spécialement pour écarter encore une fois un candidat à l'élection présidentielle. Dès lors, cela n'est plus une affaire privée, mais cela devient une affaire de démocratie, cela devient une affaire de la République. C'est pourquoi que nous, les cadres du Parti républicain pour le progrès, conformément au message de soutien, conformément au message d'amitié, de fraternité que notre leader, le président Déthié Fall, a fait à l'encontre de son ami et frère, le président Ousmane Sonko, nous les cadres du Parti républicain pour le progrès, restons mobilisés, déterminés pour mener le combat de la démocratie. Parce qu'il n'est plus question que nous acceptons encore une fois que le président de la République
continue à écarter des candidats à l'élection présidentielle à chaque fois qu'ils se sentent menacés. Le choix du peuple, de ses dirigeants, est un acte constitutionnel. Il n'est pas question que cela soit négociable. C'est pourquoi nous disons que nous allons mener ce combat-là avec tous les Sénégalais, avec le président Ousmane Sonko, avec son parti le PASTEF, avec tous les leaders, tous les partis de la coalition Yewwi Askan Wi, et également avec tous les Sénégalais qui aujourd'hui sont épris de justice, de démocratie, pour faire face à cela. Parce qu'il est important que nous nous battons pour que l'article 1 de la Constitution du Sénégal, lequel article stipule que le Sénégal est une république du peuple, pour le peuple et par le peuple. Il n'est pas question, nous nous opposerons à toute tentative du président Macky Sall qui veut en faire une république de Macky Sall, par Macky Sall et pour Macky Sall. Nous disons donc aux Sénégalais, à nos très chers compatriotes, qu'il est un moment dans l'évolution historique d'un pays que les citoyens ont l'obligation et la responsabilité historique de protéger ses leaders. Quand un pays a des leaders porteurs d'espoir, porteurs d'espérance, que ces leaders-là qui se sacrifient, qui sacrifient leur vie, qui sacrifient leur liberté, qui sacrifient leur carrière professionnelle, qui sacrifient la stabilité de leur famille, ces leaders-là, nous autres citoyens, avons le devoir, avons la responsabilité de les protéger. Et parmi ces leaders-là, le président Ousmane Sonko et le président Déthié Fall en font naturellement partie. Notre continent, le continent africain, a énormément souffert de la liquidation de ses héros, de ses leaders, par des traîtres qui sont chez nous et qui le plus souvent sont de connivence avec les Occidentaux qui ne sont intéressés que pour piller nos pays. Nos pensées vont à nous regretter. Je pense au capitaine Thomas Sankara de Burkina Faso, Patrice Lumumba du Congo, et chez nous, à notre regretté Mamadou Dia. Allons-nous nous aussi laisser faire? Le président Déthié Fall l'a dit lors du meeting passé, que le président Ousmane Sonko, de par son parcours, de par son engagement, de par son patriotisme, est une chance pour le Sénégal, est une chance pour l'Afrique. Si nous ne nous mobilisons pas, si nous ne le protégeons pas, nous allons nous souvenir de lui très prochainement avec beaucoup de tristesse et avec beaucoup de regrets, comme pour ses illustres prédécesseurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous disons, nous les cadres du PRP, nous disons à Ousmane Sonko, nous lui disons fermement que Ousmane dinañu la aar te di nga bokk par force aux élections présidentielles de 2024. Nous profitons également de ce moment de dénonciation de la démocratie pour dénoncer également ce qui s'est passé hier à l'Assemblée nationale concernant la déchéance du mandat de Mme Mimi Touré, députée du peuple, en violation parfaite de la Constitution, en violation parfaite du règlement de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est très claire, le règlement de l'intérieur. Pour être déchu, il faut démissionner de son parti. Mme Mimi Touré n'a nullement démissionné de son parti. Il nous présente, pour justifier cela, la jurisprudence. La jurisprudence Mbaye Ndiaye et Cissé Lo. Mais ce qu'ils oublient de dire, c'est qu'au moment où ça se faisait, le président Macky Sall lui-même a dénoncé cela. Et quand il est accédé au pouvoir, le président Macky Sall lui-même a pris des mesures
pour réhabiliter ces députés déchus, il les a même indemnisés. Comment est-ce que le président Macky Sall, comment est-ce que le groupe Benno Bokk Yakaar, qui a indemnisé ces députés-là pour les mêmes faits, ose aujourd'hui déchoir Mme Mimi Touré pour les mêmes raisons? Cela veut dire tout simplement que le président Macky Sall n'en a cure de la démocratie. Et c'est au peuple sénégalais de rester ferme pour protéger la République. Chers compatriotes, on est en 2023. Nous sommes à 1 an de l'élection présidentielle 2024. Aujourd'hui, le débat devrait être un débat de développement, le débat politique, un débat de confrontation des programmes, un débat de confrontation des projets politiques. Au lieu de cela, le président Macky Sall nous a installés dans un climat de débat de mœurs, dans un climat de débat de complotisme, dans un climat de débat de ruse, juste pour écarter des adversaires politiques. Et pendant ce temps que nous discutions de ces sujets qui n'ont aucun impact sur le développement de notre pays, les autres pays qui sont en avance par rapport à nous-mêmes se mobilisent toute leur intelligence, toute leur force, toute leur capacité pour essayer de mettre en place des programmes pour continuer encore et encore et encore à nous dominer, à nous exploiter. Et nous, qui sommes en retard, sommes là à parler des sujets qui n'ont aucun intérêt pour ce pays-là, alors qu'on est à 1 an de l'élection présidentielle. Cela est la preuve manifeste que le président Macky Sall n'aime pas le Sénégal. Le président Macky Sall n'aime pas les Sénégalais. Et aujourd'hui, le président Macky Sall, qui aujourd'hui est à sa 11e et dernière année de présidence, il lui reste 1 an. Le débat devrait être plutôt en ce moment où il termine ses mandats, qu'on fasse un bilan de sa présidence. Certainement, c'est pour nous éviter de parler du bilan de sa présidence qui nous a installés dans ce débat sans aucun intérêt. Mais nous allons essayer quand même de faire un bilan de sa présidence. Un bilan se fait par rapport à des engagements. À des engagements quand on s'apprête à prendre le pouvoir. Le président Macky Sall, on s'en souvient, disait qu'il ne promet pas, il s'engage. Et il s'était engagé à créer 500 000 emplois lors de son premier mandat. Il s'était engagé à créer 1 million d'emplois pour son second mandat. Aujourd'hui, on est à 1 an de la fin de son premier mandat. Ce qu'on parle aujourd'hui, c'est des programmes d'urgence d'emploi. Le taux de chômage ne cesse d'augmenter. Entre 2020 et 2021, le taux de chômage a augmenté de 7 points. Il était à 16%. Aujourd'hui, le taux de chômage est à 24%. Ce qui traduit un échec criard de sa politique économique. Parce qu'on nous dit qu'il y a de la croissance. S'il y avait de la croissance et que cette croissance soit réelle, cette croissance allait profiter à l'emploi. Ce qui veut dire tout simplement que cette croissance dont on parle est une croissance purement théorique ou bien une croissance non inclusive qui ne profite pas à l'économie du Sénégal. Le président Macky Sall s'était engagé de porter le Sénégal sur la voie de l'émergence et que nous devrions être émergents, dit-il, en 2035. Ce qui veut dire en 2022, on devrait être là à commencer à voir les signes prémonitoires de cette émergence-là. Aujourd'hui, on devrait être en train de constater un fort recul de la pauvreté. Malheureusement, la pauvreté ne cesse d'augmenter de jour en jour. Au Sénégal, plus de 6 millions de Sénégalais aujourd'hui vivent en deçà du seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté est à 1 000 francs par jour.
Cela veut dire au Sénégal, il y a plus de 6 millions de personnes qui n'ont pas 1 000 francs par jour pour survenir à leurs besoins de manger, de se vêtir, de boire et d'habitat. Cet engagement-là également est un pur échec. Le président Macky Sall s'était engagé à réaliser l'autosuffisance alimentaire. En 2017, il avait dit que le Sénégal serait autosuffisant en riz. On est en 2023. En 2022, le Sénégal a importé plus de 900 000 tonnes de riz pour compenser le besoin de consommation locale. On est très, très loin de l'autosuffisance du riz qu'il avait promis pourtant en 2017. Pas promis, qu'il avait du moins, qu'il s'était engagé à réaliser. Ce qui est un échec criard également de sa politique. Le président Macky Sall s'était engagé à mettre fin au problème d'inondation après avoir mis son plan décennal contre les inondations et plus de 700 milliards investis. Aujourd'hui, le Sénégal, à chaque hivernage, est encore sous les eaux. Le déclenchement du plan Orsec est maintenant inscrit dans l'agenda républicain du Sénégal. Depuis 5 ans, chaque année, le plan Orsec est déclenché pour faire face aux inondations, alors qu'il avait promis, qu'il s'était engagé à mettre fin à cela. Le président Macky Sall, après avoir été avec nous au combat contre le 3e mandat du président Abdoulaye Wade, s'était engagé à faire de son premier mandat, qui était de 7 ans, à le ramener à 5 ans et à ne pas briguer un 3e mandat. Au final, il a fait un mandat de 7 ans et aujourd'hui, il s'apprête à faire un 3e mandat, alors qu'il s'était engagé sur tout le contraire. Nos pensées vont à tous ces gens-là, à tous les victimes, aux 11 morts qu'on avait constatés en 2011 dans la lutte contre le 3e mandat du président Abdoulaye Wade, et le président Macky Sall était à leur côté. Le président Macky Sall, quand il avait pris le pouvoir, il s'était engagé de faire de sa gouvernance une gouvernance sobre et vertueuse. Aujourd'hui, que des scandales financiers, que des dossiers qu'il a lui-même affirmé avoir mis le coude dessus. 14 dossiers OFNAC chez le procureur de la République, sans suite. L'affaire ArcelorMittal, les licences de pêche, les contrats pétroliers, la Poste, les 94 milliards, la surfacturation d'achat de charbon au niveau de la Sénélec, les surfacturations sur les 45 milliards des contrats d'armement, la Cour des comptes, le rapport sur la Cour des comptes sur la gestion du Covid. On peut être là à lister tous les dérives du président de la République. Chers compatriotes, pour ne pas paraître nihiliste, j'ai tenté. Nous avons tenté en vain de chercher un seul engagement que le président de la République avait pris lorsqu'il cherchait le pouvoir. Malheureusement, on n'en a trouvé aucun. Il n'y a aucun de ces engagements qu'il avait pris lorsqu'il cherchait le pouvoir qu'il a tenu. Le seul qui lui reste, peut-être, pour essayer de sauver son image, c'est le respect de sa parole sur le 3e mandat. Il lui reste encore cette seule et dernière chance pour essayer au moins de sauver ses engagements, un de ses engagements. C'est pourquoi nous lui demandons solennellement, compte tenu de tous les risques qu'il y a sur ce 3e mandat, de retrouver la raison et par un sursaut d'orgueil et par un sursaut de patriotisme, d'essayer au moins de respecter cet engagement-là. S'il ne le fait pas, nous lui tiendrons responsable de tout ce qui se passera dans ce pays et nous demanderons à nos députés, aux députés du peuple,
de le poursuivre devant les hautes juridictions pour haute trahison. Chers compatriotes, nous ne pouvons pas aujourd'hui faire notre point de presse sans naturellement parler du rapport de la Cour des comptes. Ce rapport de la Cour des comptes qui a audité la gestion du Covid. Nous considérons aujourd'hui que tout ce qui a été décrit dans ce rapport-là est de la responsabilité, et de la responsabilité unique du président de la République. C'est lui-même qui s'était adressé à nous. C'est lui-même qui avait demandé au peuple, c'est lui-même qui avait demandé aux députés de lui voter sa loi d'habilitation, qui lui a donné tous les pouvoirs. On a mobilisé 1000 milliards de nos francs qu'on a mis entre ses mains. Il a organisé la riposte. Il a nommé ses ministres. Il a nommé ceux-là qui devraient se charger de l'exécution même de ce plan. Pendant 2 ans, 2020-2021, on dilapidait nos sous. Il y avait de la surfacturation partout. Pendant 2 ans, des primes étaient payées plusieurs fois à des mêmes personnes. Pendant 2 ans, on prenait des caisses d'avance, de l'argent des caisses d'avance, qu'on utilisait, qu'on ne justifiait pas et qu'on en reprenait. Et pendant 2 ans, le président de la République n'a pas su voir tous ces errements. Pendant 2 ans, le président de la République, qui est le principal responsable, soit il a vu, il s'est tu, soit il n'a pas vu. Dans un des cas, c'est extrêmement grave. Sa responsabilité est totalement engagée. Et quand le rapport est sorti et a mis en relief les manquements de ses collaborateurs, avant même que le dossier n'atterrisse au niveau de la justice, sa première réaction aurait dû être d'écarter tous ces gens qui ont été incriminés par ce rapport-là. Aujourd'hui, jusqu'à présent, ces gens sont en train de siéger à ses côtés, alors que ces gens sont supposés détourner nos sous. Comment il a pu? Nos pensées vont à toutes les victimes, à tous ces gens qui sont morts du Covid et qui, certainement, si on n'avait pas pu faire ne serait-ce que de la surfacturation au niveau du marché du riz, le riz que l'État du Sénégal avait fixé à 250 000 francs la tonne et qui avait été acheté à 275 000 francs la tonne, soit 25 000 francs de plus par tonne, et un manque à gagner, une surfacturation de 2,7 milliards, certainement, une bonne partie de nos concitoyens qui sont décédés par manque d'oxygène, par manque de lits, cet argent-là les aurait certainement sauvés et aujourd'hui, ils auraient été à nos côtés. S'il y a quelqu'un qui devait être traduit devant les hautes cours, qui devait être devant la chambre criminelle, ce sont ces gens-là qui ont détourné nos sous, qui ont détourné l'argent qui aurait dû certainement sauver certains de nos concitoyens qui sont morts de Covid, tout simplement parce qu'il n'y avait pas assez d'oxygène, parce qu'il n'y avait pas assez de lits pour les venir en aide. Ceux qui sont responsables de cela, c'est ceux-là qu'on doit amener devant la chambre criminelle, parce que ce sont des criminels. Nous disons au président de la République de se saisir, de ne pas attendre l'issue juridique, mais d'écarter au moins tous ces gens-là qui sont autour de lui. Parce que des gens incriminés, des gens soupçonnés d'avoir fait de tels actes aussi graves ne peuvent pas continuer à être là et à nous diriger. Chers compatriotes, les Sénégalais n'ont pas encore fini de pleurer la hausse des prix. Voilà que
que le président de la République, que l'État vient d'augmenter les prix de l'énergie. Et je rappelle encore une fois au président de la République un de ses engagements. Quand il cherchait le pouvoir, il disait qu'il ne comprenait pas pourquoi le carburant coûtait moins cher au Mali alors que ce carburant passait par le Sénégal. Il disait que cela était une situation anormale et qu'il s'était engagé à corriger cela. Permettez-moi de vous dire qu'aujourd'hui, en 2023, à cette date, jusqu'à présent, le carburant coûte moins cher au Mali qu'au Sénégal. Le litre d'essence coûte 881 francs au Mali. Au Sénégal, il est à 990 francs. Alors que ce carburant passe par le Sénégal. L'électricité. Voilà un domaine. Le Sénégal a aujourd'hui, à part l'uranium, tout ce qu'il faut, toutes les sources de production d'énergie sont aujourd'hui disponibles au Sénégal. On a du soleil 365 jours sur 365 pour faire de l'énergie solaire. On a du vent pour faire de l'énergie éolienne. On a de l'eau, des chutes d'eau, des fleuves pour faire de l'énergie hydroélectrique. On a toutes les sources d'énergie disponibles. La Sénélec, aujourd'hui, n'a pas besoin de cette subvention pour qu'on ait un prix d'électricité accessible à tous les Sénégalais. Il suffit tout simplement d'optimiser les charges de la Sénélec. La Sénélec qui aujourd'hui, dans son processus d'achat, dans son processus de production, dans son processus de distribution, regarde énormément de poches d'optimisation où on peut faire baisser fortement ses charges, plus même que ce que la subvention dicte. Il suffit tout simplement de moderniser, d'avoir une politique tendant à moderniser les équipements de la Sénélec et d'aller vers un mix énergétique beaucoup plus poussé. Le mix énergétique de la Sénélec aujourd'hui est à 27%, c'est-à-dire que dans la production de la Sénélec, il y a 27% qui vient de l'énergie verte, alors qu'aujourd'hui, par rapport à tout le potentiel que nous avons, l'énergie de la Sénélec, l'énergie du Sénégal, peut être produite au moins à plus de 70%. Et cela va avoir un impact direct sur les coûts de production. Et que dire également du monopole, de la situation de monopole de la Sénélec. Aujourd'hui, la Sénélec, il y a une situation de monopole dans la production et la distribution d'énergie. Et on sait que qui dit monopole, inhibe toute volonté, toute action visant à moderniser, visant à innover pour faire baisser ses charges. Et d'ailleurs, le Parti républicain pour le progrès, très prochainement, va faire part aux Sénégalais ses propositions donc, en ce sens. Parce que nous avons, dans notre programme de société, nous avons des propositions qui, si nous les mettons en œuvre, naturellement, le prix de l'énergie sera accessible à tous et on aura de l'énergie disponible partout pour mettre notre pays dans les rangs de l'émergence parce que l'énergie est un des piliers essentiels pour tout développement. Chers compatriotes, quand on regarde les dernières mesures issues des crises qu'on a vécues, la crise sur le transport, la crise sur la baisse des prix, on voit nettement qu'aujourd'hui, que l'État du Sénégal, que le président de la République fait du pilotage complètement à vue. Déjà, sur le transport, en 2017, il y avait 550 cas d'accidents de décès issus des accidents. Le président de la République avait déjà dit en 2017, plus jamais ça. Et un conseil interministériel avait été fait. Des mesures avaient été prises. Aujourd'hui, aucune mesure de ces mesures-là n'a été appliquée, déjà en 2017. En 2023, le conseil interministériel tenu le 9 janvier, qui n'est que pur spectacle. Parce qu'au lieu de diagnostiquer, au lieu de passer en revue les structures publiques qui sont en charge de cela, c'est-à-dire les agences
l'Agence nationale de sécurité routière, la FERA, les ministères, Transport et Intérieur, qui sont responsables de tout ce qui est technique sur les routes, l'État du Sénégal n'a pas fait ça et a plutôt pris des mesures visant à les renforcer au lieu de les auditer complètement et de voir leur performance. Il a plutôt essayé de nous mettre en mal avec les chauffeurs et a pris des mesures qui aujourd'hui de manière claire n'auront aucun impact parce que tout simplement sont des mesures qui ne sont pas populaires et qui, à y voir de très clair, n'ont que des impacts pour limiter pour limiter ce que les transporteurs gagnent. C'est pourquoi nous disons que la gestion de la crise ne peut pas être des gestions unilatérales, où l'État s'enferme et prend des mesures dont on est sûr que ces applications seront sans effet. Et on se pose la question encore, dans ce pays-là, quelle est la responsabilité de ceux-là qui nous gouvernent? Des gens meurent et il n'y a aucune responsabilité des ministres, il n'y a aucune responsabilité des directeurs généraux. Toujours la responsabilité est dégagée au niveau des pratiquants. Nous appelons également le président de la République à assumer ses responsabilités par rapport à ça, au lieu de dégager cela et de porter la responsabilité sur les chauffeurs qui ne subissent que les dégâts de sa politique. Chers compatriotes, aujourd'hui nous disons que notre pays, le Sénégal, traverse une crise sociale extrêmement grave, une crise économique, que si nous ne prenons garde, ça risque de basculer notre pays vers une instabilité très risquée quand on regarde ce qui se passe dans la sous-région. C'est pourquoi qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous interpellons le président de la République au premier chef, qui est le seul et principal responsable de ce qui se passe et de ce qui pourra se passer. Nous l'interpellons pour un sursaut d'orgueil, pour un sursaut de patriotisme, pour essayer quand même de sauvegarder notre pays, de laisser tomber toutes ces tentatives d'enfreindre la démocratie. Nous interpellons également les piliers de la République, c'est-à-dire les régulateurs sociaux. Par là, nous interpellons nos guides religieux, les guides traditionnels, de saisir de cette situation extrêmement grave pour venir au secours de notre pays. Sans quoi, notre pays risque de basculer parce que nous n'accepterons pas cette forfaiture et la solution est aujourd'hui dans les mains du président de la République.